Vous avez écouté le président Macron, vous avez dit, moi je l'ai écouté aussi, mais on n'a pas la même compréhension. En termes de souveraineté, et ça c'est important, et je voudrais que la jeunesse béninoise comprenne ce mot, et utilise ce mot, pas comme malheureusement on l'entend de toutes parts, où souveraineté veut dire simplement insulter l'autre, dire qu'il y a des colons, des impérialistes partout, et que nous ne sommes pas développés à cause des autres. Je veux le dire, il faut bien le noter. Si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Madame, si nous ne sommes pas développés, c'est notre propre faute. Je l'ai dit ici avec les maires, je vais vous répéter ça, je vais essayer de ne pas être long. On dénonce l'esclavage commerce triangulaire comme un crime. C'est un crime ce qui s'est passé. Où les forces vives du continent ont été déportées pour aller développer l'Amérique. Si l'Amérique est à son niveau de développement aujourd'hui, une bonne partie, sinon une grande partie, l'essor de ce pays est lié à la force de nos aïeuls qui sont allés travailler là-bas. Mais est-ce que vous pensez, vous croyez que tous ceux qui ont été déportés sont venus, ont été raflés par les Blancs dans les villages, dans les contrées africaines? Est-ce que ce sont les Européens, ceux qui étaient acheteurs pour amener en Amérique? Est-ce qu'ils sont venus avec fusil, aller dans nos villages pour ramasser les esclaves? La plupart ont été vendus par nous-mêmes. Donc nous sommes co-responsables, peut-être même premiers responsables de cette bêtise-là, ce crime-là. Est-ce qu'on n'était pas souverain au moment où on vendait nos parents et consorts aux Blancs qui sont installés sur les comptoirs, dans les ports? Avant les Blancs, les Européens, on a vendu nos parents aux Arabes. On n'était pas souverain? Madame, je ne veux pas juger nos ancêtres et consorts, tout ça. Avons-nous les moyens d'acheter les armes, les munitions qu'il faut pour lutter contre le terrorisme? Qu'est-ce que ça va avec la souveraineté? Ceux qui ont chassé les Français, les Américains, les Allemands, ça y est, ils ont vaincu le terrorisme? La souveraineté, c'est la conscience qu'on a de soi. C'est la volonté qu'on a de soi à agir avec responsabilité, sans se courber devant l'autre. On peut être dans un partenariat et être souverain. On peut être dans la coopération et être souverain. Notez le coup de bon. On n'a pas besoin de rompre tous les liens de partenariat, tous les liens de coopération, tous les liens de relations internationales pour proclamer sa souveraineté. Être souverain, c'est être capable, dans un partenariat, de défendre ses intérêts. Dans une coopération, de défendre sa position, de défendre son intérêt. Et si vous avez les moyens d'acheter des armes en Amérique, ils vont vous les vendre. Vous avez les moyens. Si vous voulez acheter des armes en Turquie, ils vont vous les vendre. Si vous avez les moyens d'acheter en France, en Italie, en Allemagne, ils vont vous les vendre. Les gens font écoutez, le président Trump, il le dit sans gêne. Vous voulez les armes, dites-moi, payez, je vais vous vendre. Ça n'a rien à voir avec la souveraineté. Maintenant, si vous voulez qu'on vous aide, qu'on vous donne, ben en ce moment, vous pouvez dire, bon, donnez-moi, mais je vais être souverain. Donnez-moi mes conditions. Si les gens vous disent, payez, faites-moi ça, vous dites, non, faites-moi ça, mais dans quelles conditions? Donc, le fait de solliciter l'autre en s'ignorant soi-même, en refusant de faire des efforts soi-même, peut vous amener à perdre votre souveraineté. Et moi, depuis que nous sommes là, nous ne faisons rien sans regarder les autres en face dans les yeux. Rien. Nous sommes... Merci. Nous sommes un petit territoire. On n'est pas un pays très grand. Nous sommes un territoire petit en termes de superficie. Nous sommes bientôt 13 millions d'habitants. Nous ne sommes pas très nombreux. Nous sommes un petit pays en termes de population. Mais nous sommes un pays fier. Nous sommes un pays grand. Pas notre volonté, notre ambition. Même si nous n'y sommes pas encore. Laborieux. Nous sommes capables de travailler. Et nous discutons avec chacun dans cette position. Petit territoire, petite population, mais grand peuple. Et ça, il n'y a pas plus souverain que nous. Et nous voulons corriger nos erreurs du passé. Nous voulons gommer les mauvaises images qui nous collent à la peau pour dire nous sommes déjà un autre pays, un autre peuple, une autre nation. Tout ce que nous ne parvenons pas à faire, ce n'est pas la faute des autres. Il y a plein de choses que nos moyens ne nous permettent pas de faire. Ces choses-là que nous ne parvenons pas encore à faire, c'est parce qu'on n'a pas encore les moyens. C'est parce qu'on n'y est pas encore. Mais c'est parce que nous sommes sous la domination de quelqu'un. J'ai suivi hier une séquence du chef de l'État qui parlait de souveraineté pour dire oui, il faut savoir comment utiliser ces termes et que je crois que c'était face aux jeunes. Et justement, suite à la question de notre compatriote Yankee du parti Les Démocrates, et pour dire oui, on évoque la question et chacun de sa position interprète de sa manière.
selon que vous comprenez, vous en parlez, et selon que vous envisagez une certaine peut-être indépendance de l'Afrique, notamment des pays africains, vous l'évoquez également. Et donc, oui, sommes-nous indépendants, sommes-nous souverains à proprement parler? Je crois qu'il faut poser la question aux dirigeants. Et je crois que les dirigeants, s'ils veulent être honnêtes, vous diront clairement que nous ne sommes pas souverains, nous ne sommes pas indépendants. Parce qu'à bien des égards, nous sommes tenus par un certain nombre de dispositions au plan mondial. Et je crois que le Bénin ne peut pas fonctionner juste à la Banque mondiale ou le FMI, évidemment. Et ces institutions de Bretton Woods, en réalité, sont des institutions téléguidées en griffe par les puissances que nous connaissons très bien, qui se font appeler les maîtres du monde, qui gouvernent le monde à leur manière et qui imposent à certains pays dans le monde leurs dictats. Donc, à proprement parler, certains chefs d'État vous diront, et quand je prends le cas, je donne deux exemples simples, je prends le cas d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, il vous dira, nous ne sommes pas indépendants et qui travaille à ce que son pays soit souverain. Quand vous venez au Bénin, le chef d'État a sa version qu'il a donnée face aux jeunes, et donc chacun doit pouvoir faire la part des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, aujourd'hui, le défi, c'est comment est-ce que nous réfléchissons pour véritablement être souverains et indépendants. Vous pensez, comme l'enseignant-chercheur Victor Adandé, que c'est vraiment le temps de la conscience pour un réel développement? Oui, c'est le temps de la conscience, véritablement. Parce que oui, évidemment, 60 ans, 65 ans d'indépendance, nous sommes encore là. C'est vrai qu'on a fait des efforts, on a fait des bons considérables, nous dirons les gouvernants actuels. Mais véritablement, est-ce qu'aujourd'hui, heureusement, aujourd'hui, le coton du Bénin est transformé au Bénin. Une partie, quand même, est transformée au Bénin. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin peut se lever et fixer le prix du coton à proprement parler face à certaines puissances? Et puis, quand nous vendons le coton, l'argent passe par où? L'argent passe par la France, en tout cas. Avec la BCAO, tout ce que nous connaissons, je ne vais pas commencer des coûts d'économie, et notamment comment est-ce que le CFA est coupé, comment est-ce que ça fonctionne. Donc aujourd'hui, tout ce que nous faisons comme affaire, c'est que l'argent doit prendre part à notre pays. Ça ne peut pas venir de l'étranger, non. Et donc ceux-là aussi, ils vont faire leur loi, ils vont prendre leur part et autant de choses. Et c'est pareil pour beaucoup de pays africains. Donc aujourd'hui, c'est comment réfléchir pour sortir de cette situation. Nous étions dans la même situation que les pays comme la Malaisie, la Chine et autres il y a 50 ans. Mais où sont ces pays aujourd'hui? À un moment donné, ces pays ont pris conscience de leur situation et ont voulu se développer et ont posé des actes crédibles, concrets. Mais aujourd'hui, chez nous en Afrique, est-ce que véritablement nous avons pris conscience de l'enjeu et que nous commençons à réfléchir autrement pour véritablement penser développement? Je crois que la question que posait Yankee au chef de l'État, c'était lié au terrorisme, par exemple, pour dire, Macron qui disait que nous n'avons pas les moyens d'acheter un certain nombre d'armements pour contrer les terroristes, et sachant très bien qu'aujourd'hui, et beaucoup de pays l'ont dit, beaucoup d'intellectuels africains l'ont dit, pour acheter certains armements, aujourd'hui, vous devez attendre l'autorisation de la France ou des États-Unis d'abord. Et sans que celle-là nous donne l'autorisation, vous ne pouvez pas vous permettre d'aller acheter. Donc, autant, ça, c'est une situation claire qu'il faut comprendre aussi à sa manière. J'estime véritablement que, tel que le dit Oussou Victor Adandé, il évoque la question du temps de la conscience, mais en même temps, lié aux élections de 2026. Parce que je crois que Dynamisme Info a fait une publication hier par rapport à ça. Également, je crois que ça doit être à la une de Dynamisme Info aussi ce matin. Donc, le temps de la conscience pour qu'on comprenne que l'enjeu de 2026, c'est un enjeu de taille. Et tous les citoyens sont concernés. Le président de la République, les députés, la Cour constitutionnelle, la Haute Cour de justice, les médias, nous avons un rôle à jouer pour prendre conscience de l'enjeu et de comprendre que oui, maintenant, actuellement, le chef d'État a fait un effort, il l'a reconnu, mais il estime qu'on doit aller plus loin. Et aller plus loin, c'est d'abord de prendre la pause, de prendre conscience. C'est vrai que, si vous vous rappelez, en 2015, Pascal René Koupaki était venu avec le concept de la nouvelle conscience qui n'a pas été accepté par les Béninois pour qu'il soit président. Mais est-ce que le temps de la conscience, les gens comprendront véritablement qu'il nous faut vraiment une prise de conscience aujourd'hui? Marc Goudiano, une prise de conscience dans quel domaine, pour quel développement? Je pense que ce soit des Béninois vivant au Bénin et que ce soit des Béninois de la diaspora, tous autant sont conscients du fait que la nouvelle Afrique, le rêve de tous les Africains aujourd'hui, c'est de pouvoir également mettre à jour leur conscience, de pouvoir revenir à une nouvelle conscience. Je me réjouis que, vous savez que la dernière fois, Claudicia était à la fête du 1er août. Et lorsqu'on lui faisait une interview, il a dit des mots qui rejoignent un peu les propos de cet enseignant qui a décidé d'envoyer cette lettre ouverte au chef de l'État, par exemple. Où il dit, je vous cite, il dit « L'évolution, pour certains, ce sont les infrastructures. » Il dit « Pour moi, l'évolution, c'est l'évolution des mentalités, de la conscience qu'il y a aujourd'hui en chaque Béninois et chaque Béninoise. » D'accord. Et donc, ce changement de mentalité, ça passe forcément par une nouvelle conscience. Une nouvelle conscience qui
lorsque vous suivez, lorsque vous analysez un peu tout ce qui est dit par ce Béninois, par exemple, de la diaspora, il va souligner un certain nombre de points qui sont très importants pour moi. C'est que le rôle que doit jouer chaque citoyen dans cette nouvelle conscience-là, le rôle que doit jouer également tous les acteurs, toutes les institutions qui sont liées, par exemple, à chaque événement comme l'organisation des élections, par exemple, comme la gestion du pouvoir d'État, par exemple. Donc tout le monde a un rôle principal à jouer dans cette nouvelle conscience. Et ceux qui doivent également imprimer cette marque, ça part également des dirigeants, qui doivent déjà commencer par donner l'exemple, parce que c'est eux qui ont cette possibilité-là d'avoir l'appareil, en tout cas l'appareil de gouvernance en main, de pouvoir imprimer un certain nombre de dynamiques en ce qui concerne cette nouvelle conscience. Vous avez vu à quel niveau aujourd'hui les pays de l'AES sont toutefois quand même appréciés. Et c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à cette nouvelle conscience de pouvoir qui rejoint également cette mentalité des jeunes aujourd'hui qui veulent avoir cette indépendance, d'accord, au vrai sens du mot, et qui ne veulent pas totalement être liés à tout ce qui vient forcément de l'extérieur, du colon qui est perçu totalement comme ce dont on a forcément besoin pour pouvoir évoluer. Et donc cette dynamique a changé au fil du temps où aujourd'hui les pays de l'AES sont loués aujourd'hui, sont pris comme exemple de panafricanisme aujourd'hui. Pourquoi? À cause de ce changement de mentalité de cette jeunesse qui a commencé par croire, malgré qu'il y a eu des coups d'État dans ce pays, on commençait à croire à ces dirigeants-là. Pourquoi? Qu'est-ce que ces dirigeants ont mis en avant? C'est de pouvoir montrer qu'en réalité, notre indépendance, ça doit être mis en valeur par le fait que nous traitons d'égal à égal. Pas du concret. Pas du concret, et que nous traitons d'égal à égal avec ceux qui nous ont colonisés. Et que nous pouvons à un moment donné dire: telle proposition que vous faites là, ça ne m'arrange pas, je ne veux pas, je veux d'autres partenaires avec qui je voudrais quand même discuter pour avoir de meilleures résolutions, pour avoir ce qui peut quand même contribuer au bien-être de ma population. Et c'est de cela qui doit encore être question. Lorsque on parle de nouvelle conscience, il faut également qu'on ait des dirigeants de type nouveau. De type nouveau qui incarnent en réalité un certain nombre de valeurs liées par exemple au panafricanisme, ou qui doivent quand même comprendre certaines réalités. C'est vrai que, tel que Laurent l'a dit, on ne peut pas s'extraire de tout ce qui a été déjà mis en place par nos colonisateurs en ce qui concerne l'installation de certaines institutions qui doivent réglementer tout ce qu'on doit faire en matière de transactions, en matière d'achat, en matière par exemple de transport, de marchandises, de régulation et de géopolitique. Et donc on ne peut pas s'extraire totalement de ce lot-là, parce qu'on ne peut pas vivre seul. On a besoin également des autres pour pouvoir quand même construire un meilleur avenir demain. Et donc il faille quand même que chacun à son niveau puisse réfléchir, que ce soit la bonne dame qui est au marché, que ce soit la femme au foyer, que ce soit nous, professionnels des médias, notre rôle en tant que professionnels des médias, quel est notre rôle en réalité dans cette nouvelle prise de conscience, même en ce qui concerne par exemple les échéances prochaines, quelle sera notre responsabilité? Est-ce qu'on on jouera pleinement notre responsabilité pour que nous ne soyons pas des lanceurs de mensonges, de fake news, de propagandistes par exemple, qui ne vont pas quand même donner l'information réelle dont a besoin le citoyen, et également de pouvoir canaliser les informations pour que, parce que l'information que nous on prendra par exemple avec de retenue par exemple lorsque vous le livrez, vous la livrez par exemple sur la place publique, c'est-à-dire le citoyen lambda parfois de son choumi-choumi va prendre ça très mal et il va avoir une autre compréhension de l'information que vous donnez. Donc tel que je le dis, toutes les institutions ont leur rôle à jouer, que ce soit les institutions qui sont en charge de l'organisation des élections, que ce soit la RAC, que ce soit la Sénat, que ce soit la NIB, que ce soit le chef de l'État également, que ce soit les acteurs politiques à divers niveaux, que vous soyez démocrate ou que ce soit de la mouvance présidentielle, chaque acteur a son rôle à jouer dans cette nouvelle conscience qui doit amener les citoyens à penser, à savoir que nous n'avons qu'un seul Bénin en commun. Et que ce seul Bénin, pour pouvoir le préserver, il faut que nous restons dans une dynamique de rassemblement, de construction, pour que les élections qui viennent aujourd'hui soient un symbole d'unité, d'accord, un symbole de réunification qui puisse nous permettre quand même d'aller, de montrer à la face du monde que nous avons grandi, que nous avons de la maturité. Et donc, c'est à travers nos actes, à travers ce changement de mentalité, de conscience, que les gens comprendront effectivement que nous avons évolué et que nous ne sommes plus à l'état où nous étions avant. Et ça revient à la responsabilité de chaque citoyen béninois, pas seulement du chef de l'État, pas seulement des institutions, mais de nous-mêmes ici. Pensez-vous que le temps de la conscience peut-il devenir un modèle d'inspiration politique au Bénin? Oui, je me rappelle ça, on peut encore revenir, je me rappelle de cette nouvelle conscience qu'a tamponné Pascal Irénée Koupaki dans ce pays entre-temps, mais qui n'a pas pu aboutir. Mais il faut toujours garder cet espoir-là, que nous aurons une nouvelle classe de jeunes nouveaux, d'accord, qui vont quand même pouvoir proposer des alternatives liées à cette nouvelle conscience-là, pour pouvoir amener chaque citoyen, amener chaque Béninois, tel que le Béninois de la diaspora qui a écrit cette lettre dont parlent les journaux, par exemple, ce matin, qu'il puisse quand même réveiller les Béninois, les plus jeunes également, et réveiller également les institutions pour que chacun puisse savoir le rôle qu'il doit jouer dans cette
cette ascension vers un Bénin meilleur. Roland Tonné-Ikès. Je crois que j'évoquais la question de 2026 et je crois que quand on lit la lettre ouverte de Oussou Victor Adandé, je crois qu'il dit l'avenir 2026, le baptême démocratique. L'année 2026, je me permets de lire si vous permettez, marquera un premier historique dans notre République. Les élections générales en une seule année pour les communes, l'Assemblée et la présidence. Un moment d'équilibre et de vérité. Il nous faut de la hauteur, de la paix, de l'engagement. Cette échéance doit rassembler et non diviser. Elle doit éclairer et non ébranler. Et j'en prends ici le défi avec vous. Vous savez, 2026, c'est un grand tournant pour le Bénin. Et c'est la première fois que nous organisons des élections générales. C'est la première fois que, en tout cas, tout le monde sera en alerte maximale. Et il va falloir que tous les dirigeants, en tout cas les dirigeants, tous les acteurs travaillent pour que cette échéance-là se déroule dans de bonnes conditions, que nous ne soyons pas ébranlés, que cela rassemble plutôt que de diviser. Parce qu'à proprement parler, si ça divise, ce n'est pas bon. Parce que nous sommes appelés à être ensemble. On parlait hier de l'unité nationale. Et cette élection doit davantage contribuer à renforcer les liens entre frères et sœurs, filles et fils du Bénin. Et c'est de la responsabilité de tout le monde. Ce n'est pas que la responsabilité des gouvernants. Parce que oui, les opposants aussi doivent pouvoir savoir quel mot sortir, quel discours prononcer, quel acte poser. Quoi faire? La société civile doit prendre ses responsabilités. Comment interpeller les autres? Comment alerter en même temps sur les dérives? Comment est-ce qu'il faut contribuer à améliorer les choses? Et les professionnels des médias que nous sommes, comment devons-nous travailler? Dans ça, il a dit, nous sommes les amplificateurs de la vérité. Et parfois aussi, dans notre travail, nous contribuons à créer des dissensions, véritablement, à proprement parler. Donc pour nous aussi, journalistes et professionnels des médias, nous devons travailler à ce que nous faisons, ce que nous disons, ça consolide des relations, les liens entre filles et fils du Bénin, plutôt que de diviser. Je crois que véritablement, si chacun joue sa partition sans considération aucune de coloration politique, je sais quoi, ou de coloration ethnique, je sais quoi, je crois qu'on va sortir de cette échéance électorale en paix. Et le Bénin continuera à donner des leçons de démocratie au monde entier. C'est vrai que notre démocratie a été ébranlée depuis quelques années, mais aujourd'hui nous avons encore la possibilité d'arranger les choses. Et je crois que si on le fait bien, ce serait à l'actif des gouvernants actuels, ce serait à l'actif des acteurs politiques. Et lorsqu'on parle par exemple de 2026, vous savez, tel que l'a dit Laurent, c'est une année de baptême politique. De baptême politique puisque c'est une première fois qu'on essaie de faire les choses ainsi. Et l'autre chose qu'il faut reconnaître également, lorsque vous voulez par exemple adresser des sollicitations à toute la classe politique ou bien à toute la population béninoise, et même au chef de l'État, c'est vrai qu'il ne faut pas se targuer du fait que tout est totalement noir. J'ai reconnu dans cette lettre que j'ai pu voir également sur les réseaux, j'ai reconnu également que dans cette lettre, l'auteur, un certain Victor Adandé par exemple, parlait par exemple des acquis, de tout ce que le chef de l'État a pu réaliser. Et donc c'est déjà bien qu'à l'entame, vous reconnaissez tout ce qui a été fait et que en partant de là, vous pourrez souligner, par exemple, les quelques informations que vous jugez utiles, tout ce que vous pourrez apporter comme pierre à l'édification de ce pays, que vous soyez à Washington, que vous soyez à Genève ou à Marseille, tout ce que vous pourrez apporter comme pierre à l'édifice du Bénin, nul ne serait de trop. Nul ne serait de trop. Il faut que chaque citoyen, tel que nous le faisons aujourd'hui, nous apportons à notre façon, faisant également notre boulot, apportons notre pierre à l'édification de ce pays. Il faut également que chaque citoyen, lorsqu'il sent qu'il a quelque chose à apporter, puisse quand même, à travers ces lettres, à travers des recommandations, puisse apporter cela sur la place publique et ne pas rester comme certains qui sont vraiment des pétris en matière de science, mais qui aujourd'hui restent dans un mutisme total, ne veulent pas dénoncer ce qui ne va pas pour pouvoir bousculer les habitudes, apporter également leur expertise, mais ne le font pas. Ils sont dans le silence total, alors qu'on a besoin de tous les Béninois en réalité pour pouvoir quand même changer les choses, construire notre pays. Je pense qu'il fait bien de quand même envoyer cette lettre ouverte. C'est un expert en gouvernance et politique publique. Donc déjà, c'est quelqu'un qui sait de ce dont il parle et qui fait ses preuves certaines au Canada. Je crois qu'au-delà de ça, comme l'a dit Marc, il y a beaucoup de Béninois qui ont des compétences. C'est vrai qu'ils parfois craignent qu'on les prenne mal. Et je crois que c'est à raison parfois. Sauf qu'aujourd'hui, il ne s'agira pas pour les citoyens, notamment nos compatriotes de la diaspora, de venir dénoncer ou critiquer. Ce qu'on leur demande simplement, c'est aussi de faire des propositions. Et là, maintenant, quand vous lisez sa lettre ouverte, comment vous n'allez le voir critiquer ou dénoncer pour dénoncer? C'est-à-dire qu'il apprécie, il fait des propositions, il interpelle tout le monde, députés, cours constitutionnels, citoyens libres, les femmes, les jeunes, les médias, pour dire chacun doit jouer sa partition, sans pouvoir jeter la pierre à qui que ce soit. Je crois que si nous tous, nous travaillons à cela, et que les gouvernants aussi écoutent ce qu'on leur demande de faire, je crois que ça, on va s'en sortir dans la paix. Et véritablement, que d'autres compatriotes de la diaspora aussi
jouent leur partition. Le temps de la conscience, certainement, ça va être un concept à long terme, on verra bien, puisque la nouvelle conscience, même si la nouvelle conscience a trébuché et on n'en parle plus du tout parce que ceux qui l'ont porté sont avec la rupture, et même le porte-parole du gouvernement qui était l'un des porte-flambeaux de cette nouvelle conscience n'en parle plus jamais. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être avec Victor Dandé, on aura le temps de voir si c'est le temps de la conscience et véritablement si les Béninois sont prêts pour ce temps de la conscience. Un sujet auquel je tiens, dernier mois de la gouvernance talent, la lutte contre l'impunité n'est pas rangée. Attention. Oui, écoutez, le chef d'État veut partir. Et tous ceux qui vont tomber dedans vont payer cash. Pourquoi? Parce qu'il va chercher à laver son honneur. Il va chercher à laver son honneur. Si vous pensez que c'est la fin et que bon, il est beaucoup plus concentré à rencontrer les gens pour, dans une sorte de populisme à proprement parler, ne pensez pas qu'il dort. Parce que dès lors qu'il y a un scandale et que ça va entacher sa crédibilité ou sa dignité, il n'hésiterait pas à frapper fort pour montrer qu'il n'est pas dans ce coup-là, dans ce jeu-là. Donc ceux qui vont profiter, parce que des fins de mandat parfois, pour pouvoir faire un peu d'économie, parce qu'ils ne sont pas certains de ce qui va se passer après, donc à savoir que, attention, le monsieur ne dort pas. Et quiconque tombera dedans, se paiera cher. Il ne va pas ranger l'impunité. En tout cas, moi je pense véritablement que là, c'est plus que jamais le moment pour lui de frapper fort et de montrer davantage que hier vous parliez de rigueur économique. Donc oui, c'est plus que jamais le moment de prouver cette rigueur économique, la rigueur de la gestion, la bonne gouvernance. Et il revient aux cadres qui le soutiennent de faire très attention parce qu'il risque de se retrouver en prison. Et si par arme égale, ce n'est pas le dauphin de Patrice Talon qui prend le pouvoir et que c'est un opposant qui arrive à prendre le pouvoir, il risque de moisir là-bas. Marc Goudjano, pour finir. Oui, il faut dire que la lutte contre l'impunité, ça doit rester de mise. Hein. On a vu déjà, même lorsque vous finissez, vous êtes en fin de mandat, il ne faudrait pas que les cadres à divers niveaux, au niveau des ministères, au niveau des directions, puissent penser que du moment où on est dans le dernier virage, par exemple, je peux en profiter pour pouvoir quand même faire des malversations, tout ce qu'il y a. Il revient également à chaque acteur qui sont habilités à pouvoir avoir un œil. Je vais parler par exemple comment on appelle, de la BEF, de la Brigade économique et financière par exemple, de pouvoir jouer son rôle, de la CNIN également, qui doit également jouer également son rôle. Il y a également le Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui doit également jouer son rôle, qu'ils soient des signaux d'alerte et qu'ils soient tout le temps en veille citoyenne pour pouvoir quand même déceler, voir tous ceux-là qui vont quand même vouloir profiter de ce dernier virage-là pour pouvoir. Mais l'autre chose également, c'est qu'il faut demander aux dirigeants également de ne pas jouer à ce jeu où en fin de mandat, on organise des concours à un point fini, on organise des recrutements qu'on n'annonce même pas, juste parce que l'on veut vouloir quand même faire glisser, positionner les leurs dans le système et tout le reste. Aujourd'hui, par exemple, lorsque vous organisez les concours, il faut que vous respectez tout ce qui est en matière de concours d'État, par exemple, pour permettre à tous les citoyens béninois d'avoir la même chance, d'avoir cette même chance-là. Mais bon, espérons que ça ne soit pas le cas, parce qu'on l'a vu sous Boni-Yahi, où, dès l'arrivée de Patrice Talon, des concours ont été annulés. Des concours ont été annulés. Il ne faudrait pas qu'on assiste également à ce même scénario. Lorsqu'on sait peut-être ou lorsqu'on ne sait pas, peut-être qu'il y aurait, l'après nous, c'est nous, s'il y aurait une continuité. Et donc, que chaque dirigeant, que chaque acteur prenne garde et puisse jouer son rôle convenablement. Non, je crois que oui, sur la question, il faut véritablement alerter le gouvernement actuel pour dire, écoutez, les mêmes erreurs que vous avez dénoncées par rapport au régime précédent, ceux qui vous ont précédé, ne faites pas les mêmes erreurs parce qu'on a suivi au début de leur mandat, les gens disent que, comment à la fin du mandat, on peut signer des contrats, en tout cas, pour plus de 1000 voix, 1000 milliards de voix, pour les voix, pardon. Mais on voit que le Bénin chantier aujourd'hui, c'est pas mauvais en soi. Mais il faut que les choses fassent dans les règles de l'art pour que demain, les gens n'en arrivent pas à remettre en cause une certaine chose. On ne va pas continuer à faire des trucs comme ça. Que cela se fasse bien, que les concours qui doivent être organisés, il faut que dès, je crois, on est en août maintenant, dès septembre ou octobre, qu'on arrête avec les histoires de concours d'abord. Et après, le prochain gouvernement viendra faire. Je ne sais pas ce qui reste si tant pour qu'on organise encore des concours. On va organiser des concours peut-être en novembre, en décembre ou en janvier.